Daniel, pour tout ce que tu viens de dire. Ce qui nous fait très plaisir, c'est qu'il nous incite à continuer. Le président de la PAC a finalement réussi à arriver malgré les problèmes de circulation. Donc je vais vous présenter ce que je devais vous présenter hier en fin d'après-midi, mais il y avait un peu, peut-être trop de présentations. Je vais vous présenter donc la prévention en cancérologie. Alors, la prévention en cancérologie, alors, il faut dire une chose, c'est que en cancérologie, en France, on n'est pas mauvais du tout dans le plan du traitement de la maladie. On est parmi les tout premiers sur le plan des résultats des thérapeutiques, sur le plan des guérisons du cancer. Dans le dépistage, on n'est pas trop mauvais, on fait des progrès. Par contre, en prévention, malheureusement, on n'est pas bon. Les Français n'aiment pas trop la prévention, ne sont pas très disciplinés, et donc vous savez qu'il y a pratiquement 1000 nouveaux cas de cancer par jour en France, 365 000 dans l'année 2012. Et en fait, on pourrait, si on faisait vraiment un peu de prévention, on pourrait éviter au moins 30 à 40% des cancers. Ça, c'est très, très certain. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, vous voyez simplement, je voulais vous montrer la progression d'un cancer. Vous voyez d'abord, là, s'il y a une cellule qui est normale, il y a des facteurs de risque. Je prends l'exemple du tabac, par exemple. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas encore de cancer, il y a des facteurs de risque. Et c'est là que la prévention, c'est-à-dire la lutte contre les facteurs de risque, prenons l'exemple du tabac, par exemple, c'est quelque chose d'important qui pourrait donc éviter un certain nombre de cancers. Et puis, malheureusement, ensuite, la cellule se transforme. On a un cancer qui se forme, mais un cancer qui n'a pas encore assez, est devenu volumineux, ce qui fait qu'on peut, dans certains cas, le dépister, c'est en cas le cancer du sein, le cancer du côlon en particulier, et c'est là qu'arrive le dépistage, donc qu'on appelle la prévention du cancer. Et malheureusement, si on loupe un petit peu tout ça, eh bien on en arrive à l'augmentation de la tumeur et on arrive au diagnostic et au traitement. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la prévention. Alors les facteurs de risque sont liés au style de vie et à l'environnement, et on peut dire que près de 80% des cancers y répondent. Et puis il y a les facteurs génétiques. Alors, la prévention, si vous voulez, voilà, on va s'occuper, vous avez le tabac, vous avez le soleil, vous avez l'alcool, la nutrition, les cancers professionnels et autres types de cancers. On va aujourd'hui donc parler un peu d'alcool, de nutrition, de tabac, et vous voyez qu'on a un certain nombre de choses contre lesquelles il faut lutter en particulier. Alors, on va faire d'abord la prévention du tabagisme. Alors, on peut dire qu'en France, et ça c'est quelque chose d'hyper important, d'hyper grave si vous voulez, on a 73 000 décès en 2012 dus au tabac. Donc vous voyez les cancers, on va voir un peu dans la prochaine diapositive, mais vous voyez c'est la moitié, enfin 37 000 c'est les cancers, et on a aussi les maladies cardiovasculaires, la pathologie respiratoire et autres maladies. Donc vous voyez, rappelez-vous, chaque année, 73 000 personnes meurent à cause du tabac. Bon, alors vous voyez en fait, donc 37 000 par an pour la cancérologie, et vous voyez le rôle du tabac dans un grand nombre de cancers, et assez récemment, on a vu aussi le rôle du tabac, le cancer du sein. Ça paraît tout à fait anormal, mais on sait par un certain nombre d'études que les femmes qui fument font plus de cancer du sein que celles qui ne fument pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Donc vous voyez le rôle du tabac, en particulier dans le cancer des bronches, 95%. En fait, sur le traitement des cancers du poumon, on n'est pas très bon, et donc si on ne fumait pas, si on ne commençait pas à fumer, et si on arrêtait de fumer, vous voyez la diminution importante du cancer des bronches en particulier. Donc voici ce qui se passe
cancer du poumon, 37 000 morts par an. Et ça, en fait, ça ne touche pas beaucoup, les gens en particulier, ça ne touche pas beaucoup le gouvernement. Alors, quand on regarde les principaux composants de la fumée de tabac, il y a plusieurs milliers de produits dans la fumée de tabac importants, 4000 composants, et quand on regarde vraiment les choses importantes, vous voyez, l'addiction, c'est la nicotine. La nicotine qui en plus donne donc la dépendance, plus l'hypoxie cellulaire, et puis les goudrons, benzopyrène et nitrosamine, c'est ce qui donne le cancer, les différents types de cancer. Vous voyez, c'est les deux produits les plus importants dans la fumée de tabac qui amène tous ces morts chaque année. Et vous voyez en fait que les jeunes fument beaucoup et que, si vous voulez, chez les jeunes de 23-25 ans, ça commence tôt, hein, il y a des fumeurs déjà à 12 ans, et puis vous avez près de plus de 30%, 33% des jeunes de 23-25 ans qui fument, et ça c'est très important, c'est les fumeurs réguliers. Et ce qui est important aussi, c'est que maintenant les femmes deviennent l'égale des hommes, et si vous voulez, quand on regarde la différence, chez les femmes de 45 à 54 ans, quand on regardait avant 2005 et après 2005, en 2010, vous voyez qu'il y a beaucoup plus, il y a 29% de femmes qui fument, et ceci se retrouve aussi chez les femmes de 55 à 64 ans, et après, un peu plus vieilles, ça c'est gagné. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose de très important, c'est que les femmes veulent devenir l'égale des hommes, et en particulier sur le plan de la pathologie, alors que vous voyez ici la mortalité par cancer du poumon. Chez les hommes, il y a une diminution, de la fumée de tabac et une diminution des décès par cancer du poumon. Par contre, chez les femmes, en 15 ans, la mortalité par cancer du poumon a été multipliée par 4. Donc vous voyez, mesdames, ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, quand on regarde un peu les différentes catégories de personnes, eh bien, vous voyez que ceux qui fument le plus, c'est ceux qui sont au chômage. Vous voyez, 51% des personnes au chômage fument parce que c'est un problème. On fume, on boit, c'est un peu le fait du malheur de ne pas trouver de travail en particulier. On sait que le risque de cancer devient égal à celui qui ne fume pas au bout à peu près d'une vingtaine d'années. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année où on arrête de fumer, on a arrêté de fumer, chaque année, il y a une diminution importante de risques, aussi bien des risques cardiovasculaires et respiratoires que des risques de cancer. Et donc ça, il faut le savoir. Parce que les gens vous disent, de toute façon, je n'arrête pas de fumer parce qu'il me faut 20 ans. C'est pas vrai. Chaque année, il y a une diminution du risque. Le problème du tabac, c'est qu'il y a une dépendance d'abord physique, il y a de l'addiction bien entendu, une dépendance psychique, parce qu'on a envie de fumer, et une dépendance gestuelle. Les fumeurs, bon, ma femme fume, moi je suis un fumeur passif, et quand le téléphone sonne, avant de prendre l'appareil, elle prend une cigarette. Donc ça, je crois que c'est gestuel, on a envie de fumer, dans certaines circonstances en particulier, donc là, c'est très difficile de s'en défaire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, je suis désolé, hein, il y a quelque chose qui ne se passe pas, c'est pas du tout ce qui avait été préparé, mais enfin bon, c'est pas important. Si vous voulez, on peut voir un petit peu ce qui se passe chez les non-fumeurs en particulier. On peut retrouver des traces de nicotine dans le sang d'une part, et on peut retrouver un métabolite dans les urines, la cotinine. Et ceci nous permet de voir en particulier que, en particulier, la femme enceinte qui fume, le bébé va être hypotrophique, il va avoir des infections respiratoires. Un enfant va avoir plus de possibilités d'asthme et d'infection bronchopulmonaire. Et il faut dire que le conjoint d'un fumeur a un risque de cancer du poumon qui augmente. Si le risque normal est de 1, eh bien le risque du conjoint d'un fumeur est de 1,30. Et en fait, on a comparé, si vous voulez,
un certain nombre de groupes très importants, de femmes qui fumaient, de femmes qui ne fumaient pas, et de femmes qui ne fumaient pas, troisième groupe, de femmes qui ne fumaient pas, mais qui étaient soit à la maison, soit au bureau, avec des gens qui fumaient. Et on s'est rendu compte que les femmes qui ne fumaient pas, mais qui travaillaient avec des fumeurs, ou qui à la maison, le conjoint était fumeur, avaient plus de cancer du poumon que celles qui ne fumaient pas. Donc, le fumeur passif, c'est quelque chose qui est quand même important. Alors, on peut dire qu'en France, le tabagisme passif est responsable de 3000 cancers par an, beaucoup plus important en Grande-Bretagne, et donc il y a des risques aussi cardiovasculaires majeurs. Donc ça, c'est une certitude. Et alors, il y a eu des lois contre le tabac, en particulier dans les années 70, la loi Veil, interdiction de fumer dans certains lieux publics, mais personne ne s'en fichait. Il y a eu M. Mattei, le professeur Jean-François Mattei, qui a essayé de faire, c'était pareil. Et puis, les vraies lois sont arrivées avec le décret de Xavier Bertrand. Le décret de Xavier Bertrand a interdit de fumer dans les lieux publics. Et on avait laissé la possibilité dans certains endroits, dans les restaurants, les hôtels, les discothèques, les cercles de jeux, de pouvoir fumer. Et il faut dire que Xavier Bertrand a eu le courage, alors que beaucoup de gens voulaient garder cette possibilité pour les fumeurs, l'année d'après, de véritablement empêcher la fumée de tabac dans la plupart des endroits publics en particulier. Et donc vous voyez l'industrie du tabac, bon le nombre, ça c'était en 2004, mais ça a augmenté beaucoup, le nombre de milliards de cigarettes, de cigares, de tabac à rouler, et vous voyez un petit peu les bénéfices de l'industrie du tabac. Ça c'est très très important. Et puis, si vous voulez, on s'est rendu compte que l'industrie du tabac était très active pour pour exciter les gens à fumer. On a vu un certain nombre, dans les films si vous voulez, vous voyez toujours beaucoup de fumeurs, il y a un certain nombre de procès que la Ligue a fait contre certains films. Vous voyez beaucoup de gens fumer. En règle générale, dans les films policiers, c'est le gentil policier qui fume beaucoup, le type sympathique qui fume. On a vu des acteurs importants qui ont été payés pour fumer dans des films alors qu'ils ne fumaient pas normalement. Il y a eu même des tentatives de faire dire à des scientifiques que la fumée n'était pas mauvaise. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, et en particulier, on sait qu'il y a des manipulations chimiques de la nicotine, en particulier par l'industrie du tabac, en particulier par l'ajout de l'ammoniac qui exciterait les jeunes à fumer. Il y a un certain nombre de choses qui fait tout pour faire fumer les jeunes, si vous voulez, ça c'est très important. Alors, pour les jeunes, écoutez, il y a une information qui est donnée. On a la Ligue en particulier passée souvent dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, si vous voulez. Il y a l'interdiction de fumer dans les écoles. Il y a un certain nombre de choses comme l'interdiction de vente aux mineurs et l'augmentation du prix du tabac. Donc, malheureusement, les buralistes ne demandent pas, et je les comprends aussi, les cartes d'identité des enfants qui viennent acheter des cigarettes. Et puis, il y a eu l'augmentation du prix du tabac. Augmentation qui a été plus ou moins importante, mais qui a été importante depuis plusieurs années. Mais si vous voulez, l'augmentation servait surtout à alimenter les caisses de l'État. Or, le 4 février, le président de la République a dit que ça allait encore augmenter, mais que, si vous voulez, cet afflux plus important d'argent servirait non pas à l'État, mais servirait pour justement diminuer la possibilité de fumer. Donc ça servirait à l'action contre le tabac. Donc on peut dire alors un petit mot sur la cigarette électronique, si vous voulez. La cigarette électronique, il y a des études qui sont faites à l'heure actuelle. La cigarette électronique a un intérêt, c'est qu'en principe, je dis bien en principe, il n'y a plus de goudron, donc il n'y a pas d'effet cancérigène. Par contre, il y a de la nicotine. Donc,
la cigarette électronique peut avoir un rôle plus ou moins important pour ceux qui veulent arrêter de fumer, mais si vous voulez, ça contribue à augmenter l'addiction. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que les jeunes se mettent à fumer avec la cigarette électronique. Et puis, il y a des études qui sont faites, donc j'en parle pas plus, parce que pour le moment, on ne peut pas en dire grand-chose. Alors, prévention d'alcoolisme maintenant. Vous voyez ici une unité d'alcool. Vous voyez sur le vin, la bière, le whisky, le pastis, le planteur, le cognac. François, fais attention à ne pas trop boire. Et si vous voulez, en France, la consommation d'alcool a diminué, mais reste la plus élevée du monde, si vous voulez. C'est que chaque Français boit par an 12,9 litres d'alcool pur, équivalent à 140 bouteilles de vin. Donc, c'est quand même très important. Et donc, vous voyez l'augmentation du risque dans certains types de cancers avec l'alcool, cancer ORL, cancer de l'œsophage, cancer du foie, comme dit, autres cancers, et en particulier risque dans le cancer de l'œsophage. L'alcool amène 16 000 décès par an, 11% des décès par cancer. Donc, vous voyez là aussi un effet très, très négatif de l'alcool. Et là, je voulais vous montrer simplement une chose. Vous voyez ce schéma, des gens qui vont fumer plus de 20 cigarettes par jour, d'une part, et qui vont prendre 8 verres d'alcool par jour, eh bien, le risque de cancer de l'œsophage est multiplié par 44. Donc, vous voyez l'importance de l'alcool tabac. Et donc, un certain nombre de cancers dont s'occupent en particulier les gens, sont dus justement, le cancer ORL, beaucoup de cancers ORL, qui sont dus à l'action combinée de l'alcool et du tabac. Donc, alors, l'alimentation maintenant. Eh bien, on sait qu'il y a des facteurs de risque de l'alimentation, si vous voulez. C'est l'obésité en particulier, pour les cancers du côlon et du rectum, les cancers du corps de l'utérus, les cancers du sein, de la prostate et de la vésicule biliaire. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a 25% d'obèses. En France, on augmente petit à petit, 12 à 17% d'obèses. Et si vous voulez, on sait que pour les cancers du côlon et du rectum en particulier, les facteurs favorables au cancer, c'est l'apport calorique, l'obésité, les graisses alimentaires animales, bien sûr, et les facteurs favorables contre le cancer, excusez-moi, j'ai mal noté ça, sont les fibres alimentaires, les légumes et les fruits. Et pour le cancer de l'estomac, si vous voulez, on s'est rendu compte qu'il y a depuis maintenant, à un certain moment, on faisait des conserves avec des nitrites, des salaisons, des aliments fumés, des fumaisons, et on avait un nombre important de cancers de l'estomac. Eh bien, la conservation par le froid, le frigo, a diminué de 45% le nombre de cancers de l'estomac. Et ça, c'est tout à fait important. C'est une démonstration tout à fait intéressante. Alors, obésité et cancer. Alors, obésité et cancer, si vous voulez, on va calculer l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est le rapport, vous pouvez tous le faire pour vous, le rapport de votre poids en kilos sur la taille en mètres au carré. Et donc, une IMC normale, c'est entre 18 et 25. Entre 25 et 30, c'est un surpoids. Je dois vous avouer, je suis en surpoids, je ne suis pas le seul. Bon, qu'est-ce qu'on peut. Et ensuite, à partir de 30, après 30, c'est l'obésité. À partir de 30, donc, indice de masse corporelle, c'est l'obésité. Et là, il y a un rôle très important pour l'apparition de cancer. Alors, selon la surcharge pondérale, il y a une augmentation du nombre de cancers du sein, de l'endomètre, de l'œsophage, du rein, du côlon, de la vésicule biliaire, du pancréas, les lymphomes. Vous voyez l'importance même, j'insiste pas sur, selon la surcharge pondérale, c'est très très important. Et donc, on regarde les recommandations diététiques, eh bien, fruits et légumes, favoriser les aliments et les céréales complètes, manger des yaourts et prendre les fromages les moins riches en gras, les moins salés, limiter la consommation en boissons sucrées, en alimentation, en pâtisserie, c'est très bon la pâtisserie, mais ça fait grossir, c'est dommage.
Et en fait, si vous voulez, limiter les graisses animales, privilégier les matières grasses végétales, à volonté. Alors le vin c'est très difficile selon les endroits où on est. Si vous voulez, il y a un certain nombre de collègues qui disent le vin est très important même dans certains cancers, contre les maladies cardiovasculaires, ceux qui aiment le vin dans certaines régions. Et puis il y a eu, je me souviens, une fois, une causerie à la radio, je crois, importante à la radio par le directeur à l'époque de l'Institut du cancer, qui était Dominique Baranaki, qui avait dit ceux qui boivent un verre de vin par jour augmentent significativement le risque de cancer. Alors, c'est pas faux, c'est vrai, mais c'est-à-dire si vous avez un risque 1 quand vous ne buvez pas et que vous buvez un verre de vin par jour, vous avez 1,1, c'est très très faible si vous voulez. Mais c'est vrai que quand on fait une comparaison entre un groupe qui ne boit pas et un groupe qui boit même un verre de vin par jour, bien entendu, il y a une petite augmentation. Donc en fait, à mon avis, il faut que chacun sache les risques, et c'est pas pour ça qu'il faut ne pas boire. Moi je bois du vin, tous les copains on boit, hein, François tu bois du vin aussi. Voyez Jean, non, lui il ne boit pas de vin. Tu ne bois pas de vin? Pas bien. Donc vous voyez, il faut faire, quand on parle de prévention, je crois que c'est à chacun de voir un petit peu ce qui se passe et chacun de choisir un peu sa façon de vivre. Je crois qu'on ne peut pas obliger les gens à ne pas boire, à ne pas manger ci, à ne pas manger ça. Chacun doit savoir un peu qu'il prend quelques risques, mais en fait, on est tous mortels. Et je pense qu'il faut essayer de vivre bien de façon mesurée. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Alors on sait que certains traitements culinaires, de barbecue en particulier, les grillades, permettent la formation d'hydrocarbures aromatiques et on peut avoir là un peu plus de formation de cancer. Mais bon, vous n'allez pas prendre tous les jours un barbecue. Donc si vous prenez un barbecue de temps en temps, en particulier en été, je pense que le risque n'est pas très important. Donc là aussi, c'est à chacun de savoir, mais savoir que toutes ces grillades directes avec la flamme peut amener la formation de substances cancérigènes. Alors, activité physique et cancer, ça, on sait depuis maintenant un certain temps que l'activité physique diminue le risque et de façon très très importante. Vous savez, on a, en particulier dans le cancer du côlon, montré qu'on pouvait prévenir le cancer du côlon simplement en marchant 20 à 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, c'est-à-dire en allant faire ses courses, on n'est pas des grands sportifs si vous voulez, pouvait diminuer, quelle que soit l'indice de masse corporelle, de 30 à 40% le risque de cancer du côlon. C'est considérable, considérable. Et bon, on ne sait pas tout à fait le mécanisme d'action, mais il y a un certain nombre d'études qui sont faites là-dedans. Cancer du sein, pareil. Plus de 60 études ont montré que chez les femmes actives, la diminution du risque peut être de jusqu'à 80%. La meilleure protection si l'indice de masse corporelle est normal. Et on sait surtout, et ça c'est très important, et ça c'est très récent, c'est qu'il y a un effet préventif, mais quand un cancer a été diagnostiqué, qu'il y a eu un traitement, eh bien, si on reprend l'activité physique, et c'est ce qu'on essaye de faire à l'heure actuelle un peu partout chez nous, eh bien, on diminue de façon significative le risque de récidive et la mortalité par cancer. On augmente même la survie, en particulier dans les cancers du sein, et même résultat dans les cancers du côlon. Donc vous voyez l'importance de l'activité physique. Passons maintenant au soleil. Alors au soleil, vous savez très bien les problèmes. Il y a un certain nombre de cancers non graves, heureusement, dus aux UV, et en particulier, il y a donc des tumeurs tout à fait banales qui sont même pas catégorisées comme cancer, c'est même pas compté comme cancer. Par contre, alors vous voyez même, il y a des guérisons très importantes et très fréquentes, et puis il y a ce qu'on appelle les tumeurs noires, les mélanomes,
les mélanomes qui peuvent être malheureusement graves. Et vous voyez ici, si j'arrive à changer, alors, en 2004, il y a eu 7000 nouveaux cas de mélanome, ça a doublé en 20 ans, et on a chaque année quand même 1000 personnes qui meurent de mélanome métastatique en particulier. Il y a une augmentation, et donc il faut faire attention au soleil. Et bon, je crois que tout le monde sait ça, éviter les expositions entre 11 et 16 heures, exposition progressive, il faut des écrans solaires, vigilant pour les enfants. Moi, de temps en temps, quand on se promène sur la promenade et qu'on voit des gens qui viennent un peu du nord, tout blancs, tout blafards, avec des gosses qui quelquefois déjà sont tout rouges, ça fait mal au cœur, mais on dirait que les gens ne savent pas les problèmes du soleil, alors que c'est connu depuis longtemps. Vous savez, moi, quand j'étais parisien, il fallait, quand on revient de vacances, revenir bronzé. Or, si vous voulez, le soleil, chez la femme en particulier, mais chez l'homme aussi, abîme la peau, mais il fallait revenir bronzé, sinon c'est comme si on n'était pas parti en vacances. Je voulais parler de la vaccination dans les cancers du col de l'utérus. On sait donc l'importance des papillomavirus, bien entendu, dans 70 à 80% des cancers du col de l'utérus, et on a mis en évidence l'action intéressante et importante de la vaccination chez les jeunes filles, en particulier à partir de 11-12 ans. Mais en France, comme je vous disais, on n'est pas très bon sur le plan de la prévention, ce qui fait qu'on est le pays où il y a moins de 30% des filles qui sont vaccinées. Et donc il faut augmenter cela. Bon, c'est très difficile parce qu'il y a toujours cette notion qu'il y a eu des problèmes neurologiques, ce qui n'a jamais été prouvé, si vous voulez. Et donc, il faut faire une action là-dessus, mais c'est très difficile parce que, aussi bien ça, que ce soit la vaccination contre le papillomavirus ou la vaccination contre la grippe, il y a une diminution très importante. Voilà, et ceci étant dit, il ne faut pas, bien entendu, oublier le frottis qui doit être toujours fait de façon régulière, tous les 3 ans, chez les femmes. Alors, bon ben, les cancers professionnels, bon, j'en parlerai pas. Bon, ben écoutez, simplement, donc je vais terminer par l'évaluation des facteurs de risque. Voilà, vous voyez ici les chiffres importants. Tabac, 30%, de risque de décès. Alcool, 10%, alimentation, 30%. Quand vous rajoutez ça, 30 et 30, 60, 70%. Donc vous voyez l'importance de tout ça, et ceci, il y a des valeurs extrêmes. Ceci, c'est une moyenne. Et puis il y a les autres, bien entendu, les autres possibilités de facteurs de risque. Mais sachez que alcool, alimentation, tabac, c'est quelque chose de très important. Je vais terminer là-dessus. Je vous remercie.